Salut, salut! De nouveau, je suis là pour une nouvelle vidéo sur un sujet qu'on me demande souvent. C'est comment on reprend une entreprise, mais aussi c'est de comprendre quelles sont les étapes pour reprendre l'entreprise. Tout simplement, pour ceux qui n'y connaissent rien, ça paraît compliqué, ça paraît flou, et je pense que c'est primordial d'avoir en tête toutes les étapes d'une reprise pour mieux comprendre derrière comment se passe une reprise, tout simplement. Et donc, je vous ai réuni tout ça en 10 étapes de A à Z pour reprendre l'entreprise. Donc, je vous la présente tout de suite. C'est parti. Donc, vous voyez mon écran, les 10 étapes pour reprendre une entreprise sans se planter, surtout. Alors, l'étape 1, donc, c'est définir ton projet. Donc, on commence toujours par ça, forcément. C'est mieux de savoir ce que vous cherchez. Donc là, vous allez décider de quel type d'entreprise vous voulez, quelle taille, secteur d'activité, la localisation et quel est votre rôle dedans. Et puis, avec tout ça, avec tous ces éléments, vous allez pouvoir préparer votre CV du repreneur. Donc, c'est votre carte de visite. C'est vraiment ce que tout le monde va regarder, que ce soit le cédant ou bien les intermédiaires, toutes les personnes qui sont entre vous, même le banquier ou les investisseurs, c'est des choses qu'ils vont regarder. Donc c'est hyper important, et même moi, en tant qu'intermédiaire, le premier truc que je vais demander si on me dit est-ce que tu as une boîte là-dedans, là-dedans ou là-dedans, c'est envoie ton CV. Et ensuite, je vous inscris dans ma petite liste de repreneurs, sachant que si vous n'avez pas de CV, ça montre que déjà peut-être que vous n'êtes pas bien formé ou pas assez motivé pour prendre 1 heure à faire un CV. Donc voilà, ça c'est vraiment la première étape. Essayez d'éclairer ce que vous voulez reprendre. Étape 2, vous devez vous en douter, on va aller chercher les boîtes. Donc on commence direct dans le processus du sourcing. Vous avez besoin de patience, de méthode et aussi d'activer plusieurs canaux en même temps pour trouver la bonne boîte. Moi, je vous conseille d'avoir un très bon réseau qu'il faut forcément activer. Et puis voilà, après, je vous en parle pas plus dans cette vidéo parce que j'en ai fait plusieurs sur le sujet. J'ai fait même un guide. Si jamais vous le voulez, n'hésitez pas à me demander sur toutes les méthodes de sourcing que moi j'ai pu repérer, celles qui sont les plus efficaces, celles qui sont moins efficaces, mais vous vous doutez bien que ça reste les sites d'annonces qui sont les moins efficaces. Bref, voilà. La deuxième étape, c'est donc le sourcing sans trop de surprises. Donc jusqu'ici, je pense que tout le monde l'avait. Ensuite, ça commence à se compliquer un petit peu plus. Une fois qu'on a trouvé la boîte, qu'est-ce qu'on a fait? Alors attention, pas trouver, c'est signé, on a fait une LOI, etc. Là, c'est vraiment juste, j'ai vu une entreprise qui a l'air plutôt bien, qui est à vendre. Qu'est-ce qu'on fait? Premier appel téléphonique. Donc là, vous allez valider l'entreprise, c'est-à-dire vous allez lui demander au cédant son chiffre d'affaires, quelle est la rentabilité, combien il y a de personnes dans l'équipe, depuis quand elle est en activité. Voilà, qu'est-ce que fait exactement l'entreprise, parce que ça peut être une entreprise dans le bâtiment, dans la peinture, mais elle fait pas mal de choses. Est-ce que c'est plutôt de la réno, du neuf, etc. Et aussi pourquoi il vend. Donc là, vous commencez à avoir quelques infos par téléphone. Généralement, c'est assez flou tant que vous n'avez du coup pas signé le NDA, donc l'accord de confidentialité. Forcément, un cédant ou un intermédiaire ne va pas divulguer d'informations confidentielles sur l'entreprise tant que vous n'avez rien signé. Ça, c'est inévitable et ça fait perdre un petit peu de temps. Mais bon, parfois, il y a des personnes assez réactives. Et puis, une fois que vous avez donc renvoyé l'accord de confidentialité, là, c'est du coup de nouveau faire soit le téléphone, soit directement il vous envoie les infos sur l'entreprise avec les chiffres et notamment du coup les premiers bilans comptables des 3 dernières années si possible, mais au moins la dernière année, pour savoir si déjà ce qu'ils vous ont dit au téléphone, si l'entreprise était vraiment rentable ou pas, parce que parfois ils vous le disent et en fait c'est pas le cas. Donc vous allez pouvoir déjà commencer à regarder le bilan. Bon, de ce bilan, vous allez avoir plein de nouvelles questions qui vont survenir, comme est-ce qu'il se prend des salaires? Est-ce que telle ligne, par exemple le voyage, c'était vraiment pour la boîte ou est-ce que c'était juste lui qui a fait passer un voyage dessus? Le crédit bail, combien il y a de voitures, etc. De camions, tout ça, vous allez voir des choses dans le bilan
qui vont vous amener à vous poser des nouvelles questions. C'est là qu'intervient du coup le deuxième appel téléphonique. Donc c'est mieux de le faire quand vous avez eu le bilan. Sinon, il faudra refaire un appel téléphonique après, parce que vous pouvez être sûr que vous allez avoir des questions avec l'analyse du bilan. Donc là, vous lui posez toutes les nouvelles questions qui viennent, avec aussi tout ce qui est un peu plus en profondeur. Quel est le panier moyen, combien de clients, qui sont les clients, les fournisseurs, etc. Alors certains seront encore un peu réticents, mais à un moment donné, voilà, il y en a, ils veulent pas partager. On va pas acheter quelque chose et faire une offre si on n'a pas un minimum d'infos. À vous d'aller aussi chercher la confiance du cédant pour qu'il vous donne toutes ces infos. Là, c'est pareil, j'en parle dans une autre vidéo sur la mini-formation que j'ai fait pour les débutants. Je vous donne à disposition les questionnaires de ces appels que vous devez faire. Donc, une fois que vous avez toutes ces réponses aux questions, moi, je conseille d'aller faire un rendez-vous en physique. C'est toujours mieux. Déjà, pour aller montrer que vous vous intéressez vraiment à sa boîte et puis valider sur le terrain des choses qu'il a dit. Imaginez, vous arrivez, c'est une industrie et vous voyez les machines dans un état pas possible ou le lieu de travail, vous vous dites ah bah non, ça change tout. Donc voilà, toujours essayer d'aller valider. Parfois, il n'y a pas forcément besoin, ça dépend des business. Des fois, c'est pas nécessaire. En tout cas, moi, je pense que c'est le moment le plus idéal pour vous faire la proposition. Ça sert à rien d'attendre plus. Vous êtes en face, vous êtes sur place, c'est le moment de montrer votre intention, que vous avez un intérêt, montrer votre intérêt pour acheter l'entreprise. Et donc, c'est là que commencent les négociations. Vous allez lui dire, du coup, pour vous, l'entreprise, vous seriez prêt à l'acheter tant. Parfois, c'est utile d'expliquer pourquoi s'il y a une baisse. Et puis, qu'est-ce que vous aimeriez en condition, bien sûr, avec ce prix. Et là, soit vous êtes au prix et les conditions lui conviennent et tout va bien, ce qui est très, 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 très rare. Soit on part dans des négociations qui sont plus ou moins longues. C'est à vous d'essayer de trouver un accord. En fait, franchement, pour moi, le bon prix d'une vente d'une entreprise, pas que le bon prix, mais les bonnes conditions, une bonne vente, c'est trouver un accord entre le vendeur et le repreneur, quelque chose qui convient à tout le monde. Donc si au bout de, là vous continuez vos rendez-vous, j'ai envie de dire oral ou par mail, c'est bien aussi de poser cette première offre orale par mail. Si vous commencez à vous entendre, à un moment donné, c'est bien de mettre la LOI au clair, à l'écrit, et de lui envoyer la LOI pour vraiment finaliser ça. Plusieurs méthodes, certains envoient direct une LOI avec toutes les conditions, mais pour moi, il faut d'abord avoir un minimum, une idée s'il est d'accord ou pas avant d'engager des frais pour faire une LOI. Je le rappelle, faire une LOI tout seul, c'est pas top. Autant faire les choses bien, prendre un avocat direct. D'ailleurs, dernièrement, j'ai eu le cas sur une de mes sessions où il a fait sa LOI lui-même. Donc je lui ai conseillé de prendre un avocat, il me dit ok, il me renvoie la lettre, je la lis. Et là je dis non mais c'est pas possible, c'est pas un avocat qui a fait ça. Il y avait des erreurs. Et il me dit non, c'est juste un ami à mon père qui est avocat, mais pas en droit des affaires, qui a relu ma lettre et qui m'a dit que c'était ok. Mais vraiment, je crois qu'il y avait des fautes à... Des fautes, pas des fautes de frappe, des fautes juridiques, des fautes de reprise. Il manquait plein de choses, il y avait des incohérences. Franchement, on a perdu au moins 3 semaines du coup à cause de cette LOI qui était mal rédigée, et si on l'avait fait dès le début, ça aurait été beaucoup plus rapide. Voilà, moi je peux pas forcer les gens à prendre un avocat pour faire une LOI. Par contre, je connais des avocats qui ne se font pas payer à la LOI, sauf si elle est acceptée. Donc ça peut valoir le coup, honnêtement. Bref, voilà pour les premières étapes on va dire, du premier contact jusqu'à l'offre. Donc ensuite, on fait bien la lettre d'intention, on met bien le prix à ajuster selon les capitaux propres, c'est ce que je conseille en tout cas, la période d'exclusivité, les conditions suspensives, donc les audits, obtention de financement, accord nécessaire, un minimum de trésor, pas de nouvelles dettes, un accompagnement du cédant, voilà, tout ce qui doit rentrer dans la LOI. Je ne rentrerai pas dans les détails ici. Donc comme je le disais, à faire rédiger par un avocat spécialisé, c'est quand même quelque chose qui peut vous protéger. Surtout qu'en face, en fait, ils la montrent direct à leur avocat. Donc vous allez vraiment... là, moi, ce qui s'était passé, c'est que l'avocat en face, il a dit, c'est pas possible, c'est pas un avocat qui a rédigé, il y a trop d'erreurs, et c'est même pas exploitable, quoi. La personne ne peut pas signer ça. Voilà, c'est juste pour moi une perte de temps si vous la faites vous-même, à moins que vous ayez des compétences dedans et que vous soyez très très bon. Même si vous la faites vous-même, du coup, il manque pas mal de conditions qui doivent être écrites dans une LOI.
c'est du temps perdu pour les négociations futures parce que pour le protocole d'accord, il faudra, ensuite mettre toutes ces conditions et si vous les avez pas encore vues, bah, forcément qu'à un moment donné, vous avez perdu du temps après dans les négos avec l'avocat et en plus, peut-être que du coup, ça n'ira pas au bout parce que vous serez pas d'accord sur les futures négociations. Ensuite, après la LOI, donc une fois qu'elle est acceptée, il vous envoie tous les documents, donc là c'est ce qu'on appelle la data room. Dans tous ces documents, vous retrouvez les documents financiers, tous les derniers bilans, comptes de résultats, les balances, enfin voilà. Ça c'est votre expert comptable qui vous fait une liste sur tout ce qu'il lui faut. Ensuite les documents juridiques, les statuts, bail commercial, vraiment tous les contrats, hein, assurance, téléphone, tout. Les actes de propriété. Pareil, votre avocat vous fait une liste. Documents RH, donc tout ce qui est contrat de travail, fiche de poste, fiche de paye, voilà, tout ça est aussi à vérifier, donc à demander. Niveau commercial, si il a une liste des clients, fournisseurs, des contrats, cadres ou pas, toutes les conditions générales sont à lire, surtout avec les contrats fournisseurs. Peut-être qu'en changeant de dirigeant, il y a une clause qui dit que le contrat n'est pas reconductible, etc. Et puis pareil, s'il y a des litiges en cours, il faut forcément les demander. Après avoir reçu tous les documents, vous allez pouvoir commencer la due diligence, donc les audits. Vous allez analyser tout de l'entreprise. Et ça, c'est le moment le plus crucial. Il faut rien louper. Qui est du coup sur la partie financière, donc analyser. Je rentre pas en détail parce que le but c'est vraiment juste de vous expliquer les étapes. Analyse financière, donc forcément les bilans, essayer de calculer le BFR, s'il y a de la saisonnalité, calculer la rentabilité, vérifier les dettes, les créances. Voilà, il faut vraiment un bon expert comptable qui fasse les audits. La due diligence juridique, donc là, comme je vous disais avant, analyser tous les documents qu'on a demandé. Pareil au niveau commercial. Là, c'est à vous aussi de mener votre enquête. Par exemple, s'il y a un magasin, envoyez quelqu'un pour aller faire le Mysteries Guy. Désolée pour cet accent anglais. Il faut vraiment que vous envoyiez quelqu'un incognito qui va aller visiter et voir comment ça se passe. Est-ce que ce qu'il vous a dit c'était vrai et voir s'il y a des choses à améliorer. Moi, je me souviens de l'avoir fait une fois sur une entreprise. Le cédant me dit que il bosse même pas 2 heures par jour dans la boîte, qu'il fait quasiment plus rien, il a tout délégué et tout. C'est une boîte dans le ravalement. Et donc j'appelle l'entreprise parce que j'avais justement mon immeuble à faire en ravalement. Et je me dis bah tiens, autant que je passe avec eux. Donc je savais bien que j'allais pas tomber sur le dirigeant, je passe par la secrétaire qui me dit bah non, il est pas présent, le dirigeant qui fait les devis pour les ravalements d'immeubles. Ah d'accord. Ok, donc moi il m'avait dit qu'il ne travaillait plus dedans à part répondre vite fait au téléphone, sauf que là en fait j'apprends qu'il continue à faire les devis et qu'il se déplace du coup. Donc quand j'ai appris ça je me suis dit bon, quand on vous dit que il travaille 2 heures, toujours vous méfier, c'est vraiment pas souvent réel. Donc voilà, et puis du coup la due diligence sociale, donc tout ce qui est salarié, tout ça est à vérifier, s'il y a du turnover, quel est vraiment l'organigramme, qui fait quoi, etc. Et puis il y a aussi pas mal d'autres choses dont j'ai pas parlé, mais par exemple, s'il y a un parc de machines, il va falloir aller vérifier le parc, faire venir des professionnels peut-être pour évaluer vraiment combien vaut le parc de machines, en quel état sont les machines. Voilà, donc ça dépend des sociétés tout simplement et de leur activité. Si c'est des bijoux, c'est pareil, à un moment donné, il y a du stock, il faut aller vérifier comment est ce stock, de quelle qualité, est-ce qu'il est en bon état. Pareil pour toutes les boutiques qui vendent, en fait, qui contient du stock. Voilà, il y a aussi des choses à aller vérifier. Un audit se fait vraiment en profondeur et c'est à vous d'aller faire certaines choses. Ce ne sont pas des choses qui se délèguent. Vous n'allez pas demander à l'avocat ou à l'expert comptable d'aller vérifier le logiciel si tout est aux normes ou si le bâtiment est aux normes, etc. Ensuite, ou bien même pendant, vous commencez à monter votre dossier bancaire pour aller chercher le financement. Bancaire ou pas bancaire, dossier pour les investisseurs aussi. D'ailleurs, si jamais vous passez par un club deal, un fonds d'investissement, ils préfèrent rentrer limite avant la LOI.
avant les négociations. Donc eux, faut les faire rentrer avant, donc cette étape commence bien avant. Là, c'est vraiment monter le business plan, aller chercher comment vous allez financer l'entreprise, donc structurer la dette, quel montant de l'apport, la capacité de remboursement, le prévisionnel post-reprise, enfin voilà, pas mal de choses qui rentrent en compte dedans. Là, c'est pareil, c'est un dossier sur 80 pages minimum, donc on va pas rentrer dans les détails tout de suite. Mais voilà, ça commence vraiment à partir du moment où vous avez fait l'audit. Alors vous pouvez commencer à le faire dès le début. Et par contre, vous allez le présenter seulement au moment où vous aurez bien avancé dans l'audit. C'est-à-dire que si vous allez voir la banque ou les financeurs et que vous n'avez pas de réponse à des questions type vous ne savez pas quel est le panier moyen de l'entreprise, qui sont les concurrents, etc., ça sert à rien d'y aller. Vous allez vous retrouver devant des questions où vous n'allez pas savoir répondre. Ils vont se dire il connaît pas son dossier, au revoir. C'est pour ça qu'il faut vraiment aller creuser avant. En même temps, vous faites le protocole d'accord. Donc ça, c'est vraiment le document qui formalise la reprise. C'est ce qu'on va signer à la fin. Sauf que dans celui-là, dans le protocole d'accord, on va mettre toutes les clauses. Donc il fait énormément de pages. Et on va mettre toutes les conditions suspensives aussi. Typiquement, aller trouver le financement. Ce document, c'est aussi généralement, même s'il n'est pas signé, mais il est commencé à être rédigé, quand vous allez voir la banque pour le financement, il le demande. Dès le début, il faut commencer à le rédiger. Une fois que la LOI est signée, vous attaquez, enfin l'avocat attaque directement la rédaction du protocole. Dedans, donc ça comprend le prix, les modalités de paiement, la gap, alors on va le voir après, c'est pas tout à fait dans le protocole, mais on met dedans qu'il faut signer la gap, la clause de non-concurrence, la reprise du personnel, périmètre de la cession, enfin bref, il y a vraiment tout qui est compris dans ce protocole d'accord, c'est pour ça que c'est assez long. Voilà, donc ça c'est un des documents les plus longs à faire, avec bien sûr la gap, que vous allez faire aussi quasiment en même temps. Les audits, je conseille de les faire donc avant le protocole d'accord et la gap. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de négocier. Si jamais vous découvrez des choses dans les audits qui ne sont pas top, ça va vous permettre de négocier et aussi, j'ai envie de dire, d'ajouter à la gap des choses dont vous n'aviez pas conscience avant. Et si vous faites les audits après, vous aurez déjà rédigé la gap, il faudra remodifier. Donc c'est important de le savoir avant. Donc la garantie d'actifs passifs, c'est le document qui vous permet de garantir que ce qui s'est passé avant que vous achetiez la boîte, vous n'allez pas en payer les pots cassés. Par exemple, s'il y a un litige avec un fournisseur, un client, ça va être, ou même un contrôle fiscal que vous voulez, tout doit être écrit dedans et si c'est arrivé avant que vous achetiez, c'est le cédant qui doit en prendre ses responsabilités et le payer. Et pour ça, du coup, on séquestre une partie du prix, soit à la banque, soit chez l'avocat. Et ça permet du coup que le cédant puisse vous payer au cas où il y a des choses qui surviennent. Ça, c'est pareil, c'est un document ultra complet, ultra long. Il doit être extrêmement bien rédigé, donc il faut des très bons avocats dessus. Voilà pour la gap qui se fait donc en même temps. Et puis du coup, une fois que vous avez... Je reviens un petit peu en arrière, mais une fois que vous avez levé toutes les conditions suspensives, on va pas se le cacher, la plus grosse condition suspensive, ça reste le financement. Une fois qu'elle est levée, que vous êtes d'accord sur tous les autres points, c'est-à-dire des fois on peut perdre du temps sur c'est bien, on a négocié que le cédant il reste 6 mois dans l'entreprise ou 12 mois. On a oublié de dire quels étaient ses horaires, à combien il allait être rémunéré, sous quelle forme, est-ce que c'est via sa holding, est-ce que donc sur facturation, est-ce qu'il sera en CDD, en CDI. Voilà, il y a tout ça vraiment à voir dedans et ça peut en fait parfois du coup durer pas mal de temps. Après moi ce que je conseille c'est vraiment de se mettre autour d'une table et vraiment décider plutôt que de s'envoyer des mails et d'en reparler et machin. Ça c'est des choses qu'on peut voir dès le début. Typiquement même dès la LOI parce qu'en fait si vous êtes dans la LOI en train de dire ok pour un accompagnement sur 6 mois, ok très bien. Et si 2 mois après vous commencez à en reparler en disant mais du coup moi je vous paye 20 000 € les 6 mois et que lui dit non mais moi en fait je veux 100 000 €. Je prenais 200 000 € avant, donc pour 6 mois, je veux 100 000. Et que vous, ça ne passe pas, typiquement, là, le deal, il tombe à l'eau. C'est pour ça qu'il faut quand même essayer de le voir assez tôt et que ça aussi que je sers de conseil, c'est d'en parler dès le début. Ça sert à rien d'attendre pour qu'au final, on sache que du coup, vous n'arriverez pas à trouver d'accord parce qu'il y en a un qui est complètement irrationnel. Enfin, je sais pas si je suis très claire, mais en tout cas, c'est important de mettre les choses sur table dès le début et de pas perdre de temps et de pas
attendre que le protocole soit signé ou rédigé. Et donc une fois que tout ça c'est fait, et bien que vous avez levé les conditions suspensives, que tous les documents ont été vérifiés, la holding de reprise a été créée si vous n'en aviez pas, la GAP, tout est signé, conforme, etc. Vous avez votre financement, et bien vous signez l'acte définitif, donc c'est ce qu'on appelle le closing. Vous transférez les fonds et donc là vous êtes officiellement le propriétaire et dirigeant de l'entreprise. Voilà pour toutes les étapes, donc en 10 étapes. En soi, c'est souvent la même chose. Après, il y a les étapes qui sont un peu en simultané. C'est là que ça peut paraître un peu compliqué, surtout que certains disent qu'il faut faire les audits après avoir signé le protocole. Moi, je conseille l'inverse et du coup, je vous ai expliqué pourquoi. Après, il y a toujours des façons différentes de faire. Et donc, toutes ces étapes, forcément, ça prend un peu de temps, surtout si vous avez des gros financements à aller chercher et que vous avez des difficultés à obtenir le financement, ça prend plus de temps. Si vous avez en face des vendeurs qui sont pas très coopératifs, qui sont longs à envoyer les documents, un avocat qui est long à réagir en face, ou même le vôtre ou celui d'expert comptable, quand on vous mettez le rendez-vous, il n'y a pas beaucoup de disponibilité, donc ça repousse à 3 semaines, 1 mois, etc. pour avoir tout le monde. C'est pour ça que la reprise, ça se fait pas en 2 jours. Si y a pas de... Vous reprenez quelque chose d'assez petit, qu'il n'y a pas de financement à aller chercher, que vous financez cash, etc., forcément, ça va beaucoup plus vite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez du coup vous abonner à la chaîne. J'essaye d'en sortir une par semaine et là, bon, j'avoue, j'ai pas réussi au bout de 2 mois à en sortir une par semaine. J'étais débordée avec mes problèmes d'immobilier. Mais n'hésitez pas, ça me fait vraiment plaisir. Mettez-moi des commentaires, des likes et n'hésitez pas aussi à me dire de quel sujet vous aimeriez parler. Ça me ferait plaisir de faire un sujet dessus. Et je vous dis à bientôt.